Bonjour tout le monde, je suis Jean-François Pelletier, je suis père aidant en santé mentale et dépendance et professeur de père aidance, si l'on peut dire, à l'Université de Montréal et à l'Université Yale aux États-Unis. J'aurais préféré être avec vous en personne aujourd'hui, mais ce n'est malheureusement pas possible. C'est pourquoi nous avons pensé avec les organisateurs cette série de vidéos à travers lesquelles je vais vous exposer premièrement une première partie qui porte sur un modèle global de santé mentale publique qui se décline en 5 niveaux. Le premier niveau, tout au bas, concerne la personne elle-même en rétablissement et aussi avec son entourage immédiat, sa famille. Donc, ça, c'est déjà le deuxième niveau. Ensuite, le troisième niveau concerne les organisations de santé. Il peut s'agir d'un centre hospitalier, d'une agence régionale de santé, mais on reste dans le secteur sanitaire et socio-sanitaire. Ensuite, au niveau plus global et sociétal, nous avons une définition de la père aidance qui implique le fait d'exprimer un plaidoyer pour l'adoption de politiques de santé mentale axées sur le rétablissement. Donc, en gros, ça concerne la première partie de la vidéo. La deuxième partie, qui porte directement sur l'engagement, cette fois-ci, nous présente le rétablissement et la père aidance comme étant de plus en plus reconnus par les droits en santé et en santé mentale comme étant effectivement un droit qui peut être évoqué par les pères aidants et leurs alliés afin de s'assurer que les soins et services de santé mentale d'aujourd'hui sont vraiment axés sur le rétablissement et comprennent donc l'accès à des services en père aidance pour favoriser l'inclusion sociale et le maintien dans la communauté des personnes que nous desservons. Si nous revenons à la première vidéo, vous allez remarquer que nous faisons référence à un modèle, on va dire global ou holistique de la santé mentale qui est inspiré par des conceptions plus autochtones que nous connaissons chez nous au Canada et ailleurs dans le monde, en l'occurrence avec les Maoris du Pacifique qui sont très influents, qui ont réussi vraiment à imposer en quelque sorte au plan politique une définition beaucoup plus globale, holistique et intégrative de la santé mentale. Avec cette approche, on voit qu'une approche seulement concentrée sur l'individu, de qui il s'agirait d'extraire une pathologie, eh bien, ça ne fait pas de... C'est tout simplement quelque chose d'incompréhensible dans cette perspective et même qui reproduit une forme d'oppression chez les communautés autochtones. Et nous nous inspirons librement d'une telle approche pour notre propre modèle de santé mentale publique globale. Global dans le sens qu'il y a plusieurs niveaux, incluant le niveau international, mais aussi que la personne elle-même est actrice de tout ce système, évidemment de son propre rétablissement, un engagement envers elle-même pour son rétablissement, aussi donc ses proches, l'établissement et de manière plus globale envers la société nationale et internationale. Donc, on voit ici que la père aidant, c'est beaucoup plus que la relation père aidant-père aidé. L'engagement est aussi sur la place publique pour être un porte-parole, pour articuler un plaidoyer qui puisse s'appuyer sur un ensemble de droits et d'articles de droit que les pères aidants doivent bien connaître pour être convaincants. Tout ceci pour nous amener avec le nouveau diplôme en père aidance croisé, où là, vous allez voir, si on regarde la plaquette qui a été récemment rendue publique par l'Université de Tours, eh bien, nous avons plusieurs axes d'intervention. Et c'est pourquoi, pour bien préparer nos pères aidants à l'exercice de la père aidance, eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir des notions beaucoup plus générales que celles seulement qu'on ne considérerait la père aidance qu'une relation entre un père aidant et un père aidé. C'est beaucoup plus que ça. Donc, nous vous proposons ce nouveau diplôme universitaire où vous allez voir que nous souhaitons que les praticiens de la père aidance et ceux qui sont intéressés par promouvoir la père aidance dans leur établissement et dans leur pratique professionnelle à eux, donc c'est ouvert à toute personne intéressée par la père aidance et leur établissement, pas seulement que pour les personnes qui se destinent à la pratique elle-même de la père aidance. Donc, on veut bien préparer ces personnes en les exposant à différents modèles de père aidance. Ça peut être la père aidance famille, il y a l'approche aidance, il y a des pères aidants dans les établissements du secteur sanitaire, il y en a d'autres dans la vie associative et ce qu'on appelle chez nous le secteur communautaire.
Et puis, on pense que un père aidant pourra faire son choix selon sa personnalité, ce qu'il souhaite apporter. Parfois, ça pourrait être en établissement public, parfois dans le secteur plus informel et la communauté en général. Et nous souhaitons que les pères aidants puissent développer différentes spécialités, différents créneaux et se connaître entre eux afin de couvrir cet ensemble, donc les 5 niveaux dont nous parlions du modèle global de santé mentale publique, afin de pouvoir se relayer. On peut imaginer, par exemple, un individu qui, lorsqu'il est dans l'établissement hospitalier, il y a un père aidant qui est là pour bien représenter, personnifier l'espoir du rétablissement. Mais ensuite, à la sortie de l'hôpital, on souhaiterait qu'il y ait des praticiens de la père aidance qui puissent prendre le relais pour guider les personnes vers des ressources d'entraide en santé mentale. Vous avez chez vous en France des groupes d'entraide mutuelle qui sont beaucoup plus faciles d'accès, qui sont dans la communauté et où les gens se sentent généralement plus confortables de se mettre à l'aise, tout simplement pour bénéficier des vertus qu'on connaît déjà de la simple entraide entre pairs, qui existe depuis toujours. Et maintenant, nous assistons en quelque sorte à l'émergence d'un métier spécialisé, celui de la père aidance, et nous considérons avec nos collègues de l'Université de Tours qu'il est de notre responsabilité, comme enseignement universitaire de niveau supérieur, d'offrir une formation, une programmation à la fois d'enseignement et de recherche qui soit vraiment soutenante pour faire en sorte que nos pères aidants puissent être bien préparés pour exercer cette nouvelle profession en émergence. Moi, je la pratique depuis très peu et je peux vous dire que c'est merveilleux, c'est terrifiant également, mais c'est des horizons tout à fait nouveaux, encore jusqu'à ce jour à peu près inexplorés. Et nous souhaitons poursuivre cette exploration ensemble. Alors, je vous laisse réfléchir sur comment cette plaquette que nous vous présentons sur la père aidance croisée, mais comment les différents axes de ce diplôme j'allais dire interuniversitaire parce que c'est une collaboration entre plusieurs universités, mais c'est bel et bien un DU, un diplôme universitaire basé à l'Université de Tours. Eh bien, comment ces différents axes dans le DU correspondent aux axes que nous vous avons présentés avec le modèle global de santé mentale publique qui est inspiré d'une vision holistique et intégrative de la santé qui nous provient des communautés autochtones de chez nous. Je vous laisse en discuter entre vous et j'espère pouvoir moi-même prendre part à cette discussion dans un avenir prochain. Au revoir. Dans ce cours, nous cherchons à mieux comprendre et définir ce qu'est le rétablissement afin de pouvoir en faire la promotion et le soutenir. Il est donc utile de modéliser des schémas explicatifs pour faciliter cette compréhension. D'abord, bien qu'il soit vrai que certaines personnes se remettront au cours de leur vie d'un seul épisode de dépression situationnelle, par exemple, une erreur à éviter serait de concevoir le rétablissement de manière linéaire, d'un point A et vers un point B. Ce n'est très souvent pas le cas. Le rétablissement n'est pas non plus une espèce d'escalier avec ses marches ascendantes ou descendantes et son parcours par étapes successives qu'il suffirait de suivre comme une recette de cuisine. Le rétablissement est plutôt un processus continu et non un état X qui serait en relation dichotomique par rapport à un état Y, par exemple. En tant que processus, le rétablissement n'est pas linéaire, répétons-le, et il n'est pas, heureusement, ni circulaire, alors que tout serait chaque fois à recommencer après une rechute ou une réapparition des symptômes. Bien sûr, au plan personnel, il y aura en effet probablement des journées où on se sentira moins en rétablissement que d'autres journées, et ce caractère oscillatoire fait partie de notre conception du rétablissement. L'image de spirale ou de coquille d'escargot de forme hélicoïdale est sans doute plus appropriée pour illustrer visuellement le rétablissement à l'aide d'une forme géométrique. En effet,
Bien qu'il y ait un certain élément de circularité, il y a aussi un élément de possible progression. Lors de chacun des cycles, on peut faire un pas en avant et un pas en arrière, ou idéalement, un pas en arrière et 2 pas en avant. Ainsi, le repli sur soi, qui est parfois considéré comme un symptôme dit négatif de la maladie mentale, peut parfois être en fait un état recherché pour se retirer un peu et se ressourcer. C'est ce qu'Hélène Corin et Gilles Lauzon avaient appelé en 1992 le phénomène du retrait social positif, ou positive withdrawal. Et ils mettaient ce phénomène en relation avec la quête de sens. Il y a en effet une dimension symbolique importante au rétablissement. Le sens est en effet ce qui confère de la signification à l'expérience humaine dans sa globalité. La quête de sens ou de signification n'est pas nouvelle dans l'histoire de la pensée philosophique et ni dans la recherche artistique. Ce questionnement est là depuis toujours, à la fois pour l'individu, l'identité personnelle de la personne, et à la fois au plan culturel pour des groupes d'individus qui peuvent se reconnaître comme faisant partie d'une même collectivité. Publié pour la première fois en 2009 aux presses de l'Université du Québec, le modèle global de santé mentale publique est le fruit d'une hybridation conceptuelle entre le rétablissement en santé mentale et la promotion de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Le modèle global s'inscrit dans le prolongement de l'approche dite écologique en santé publique, approche qui elle aussi est tributaire de la Charte d'Ottawa avec sa structure à 5 niveaux: individuel, organisationnel, communautaire, sociétal et finalement supranational. En 1986, l'Organisation mondiale de la santé a en effet adopté la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé en définissant cette promotion comme un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles et qui dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. Les 5 stratégies de la promotion de la santé, selon la Charte d'Ottawa, sont élaborer une politique publique saine, mobilisant une variété de secteurs autres que seulement celui de la santé. Deuxièmement, il y a créer des milieux favorables, avec des conditions de vie et de travail sûres, stimulantes, plaisantes et agréables. Ensuite, renforcer l'action communautaire pour notamment stimuler l'indépendance de l'individu et le soutien social. Quatrièmement, acquérir des aptitudes individuelles et permettre aux gens d'apprendre pendant toute leur vie et de se préparer à affronter les diverses étapes de leur vie. Cinquièmement, réorienter les services de santé selon une politique socio-sanitaire multisectorielle, favorisant l'adoption de modes de vie sains. Remarquez que, selon l'approche écologique qui intègre et coordonne tous ces niveaux, les usagers ou les clients étaient les seuls de qui aucune flèche ne partait, n'étant alors que des cibles d'intervention et jamais des initiateurs de changement. En intégrant le rétablissement et la citoyenneté à cette approche, ces flèches deviennent plutôt bidirectionnelles. Le modèle écologique, alors devenu le modèle global, permet de planifier l'intervention pour un changement qui peut être d'ordre personnel, interpersonnel, culturel, socio-économique et politique. Il est en effet dit global, notamment du fait que les niveaux supranational et individuel se renforcent mutuellement en se relayant avec A, un ensemble de règles juridiques et de conventions internationales relatives aux droits universels de la personne, et B, les usagers qui canalisent leur savoir expérientiel en évoquant ces conventions pour le développement d'une capacité de changement continu. Ce modèle peut se recroqueviller pour faire se rejoindre l'individu dans l'humanité supranationale et l'humanité dans l'individu en rétablissement. Toutefois,
Malgré la nouvelle bidirectionnalité des flèches et la représentation plus arrondie du modèle global, malgré nos efforts, ce modèle global conserve un aspect linéaire et plutôt vertical. C'est au contact de collègues de l'Université d'Hawaï à Manoa qu'une dimension plus métaphysique et spirituelle a rendu notre modèle de rétablissement davantage holistique et centré sur la personne humaine de qui émane le rayonnement. En retravaillant le modèle, pour y inclure cette dimension provenant d'une culture philosophique moins cartésienne et prévisible que celle avec laquelle nous sommes depuis longtemps habitués en Occident, eh bien, le modèle est devenu plus sphérique. À la quête de sens correspond une approche davantage participative et inclusive de la recherche, ce que l'on appelle Community-Based Participatory Research. Le savoir ancestral des habitants du Pacifique a bonifié notre compréhension du rétablissement pour la rendre plus holistique en prenant la forme d'une roue, symbole universel de l'avancement. Cette roue symbolise le concept de Iokahi et qui intègre l'équilibre, l'harmonie et l'unité du soi en relation au corps, à l'intellect, à l'esprit et au reste du monde. En tant que stratégie d'intervention en santé mentale publique, l'intervention des pairs aidants peut se déployer à plusieurs niveaux, allant de l'accompagnement individuel de personnes souffrant de troubles mentaux ou du comportement jusqu'à l'action humanitaire internationale, en passant par les niveaux interpersonnels, organisationnels et communautaires. C'est ce niveau communautaire qui est particulièrement ciblé lors du Forum citoyen en tant qu'événement public organisé avec la volonté d'influencer favorablement par la sensibilisation et la mobilisation certains déterminants sociaux du rétablissement dans ses dimensions autant physiques que mentales et sociales. Lorsqu'ils prennent publiquement la parole lors de tels événements, les pairs aidants s'offrent en exemple pour d'autres usagers qui ont besoin de modèles positifs pour réaliser qu'ils ont une force individuelle autant que collective. Pour les autres et pour les futurs usagers actuellement en bonne santé mentale, le partage que les pairs aidants font dans leur vécu en rétablissement permet de comprendre d'avance cette réelle possibilité du rétablissement en tant que trajectoire, soit par exemple de la sortie de l'hôpital au retour à la communauté et puis à une vie satisfaisante. À cette échelle, l'intervention des pairs aidants est donc autant une intervention de prévention, de promotion de la santé mentale pour tous, que de promotion et de défense des droits des usagers. Or, au nombre des droits et conventions internationales actuellement en vigueur pouvant être invoqués par les pairs aidants et leurs alliés dans leur plaidoyer pour des politiques et des systèmes de santé mentale axés sur le rétablissement, il y a la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Nous allons maintenant voir ensemble comment quelques-uns de ces articles peuvent servir de fondement juridique à des soins et services axés en santé mentale sur le rétablissement, donc avec des pairs aidants. L'accès à des soins et services centrés sur la personne dans sa globalité citoyenne et non plus uniquement qu'axé sur la pathologie devient un droit lui-même précédé d'un ensemble de revendications sociales et sur lesquelles ce droit s'appuie. En effet, cette Convention des Nations unies est en large partie l'aboutissement de décennies de revendications portées par les personnes handicapées et à l'effet que rien ne devrait être décidé sur nous sans nous. C'est le célèbre slogan « Nothing about us without us ». Ainsi, cette Convention relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de la personne et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Voyons quelques-uns des articles. Article 26, adaptation et réadaptation. L'accompagnement offert par les pairs aidants est de plus en plus reconnu comme une mesure efficace fondée sur des données probantes pour favoriser l'inclusion sociale et le maintien dans la communauté. Ils sont un peu l'équivalent des rampes d'accès
pour les personnes à mobilité réduite, se déplaçant en chaise roulante. C'est ce qui leur permet l'accès à la vie communautaire et il incombe à la collectivité et non à ces personnes elles-mêmes de rendre cet accès, disons, accessible. Les services des pères aidants devraient donc être couverts et rendus plus universellement accessibles pour tous ceux qui en ont médicalement besoin. D'ailleurs, aux États-Unis, leurs services peuvent maintenant être remboursés grâce au Affordable Care Act, le fameux Obamacare. Article 25, Santé. Tous les secteurs ne sont pas aussi conscients du caractère potentiellement discriminatoire de certains de leurs critères de programme. Il suffit qu'un secteur ne suive pas dans la chaîne des services gouvernementaux pour faire obstacle au rétablissement en tant que trajectoire multisectorielle et de réadaptation communautaire. Ayant déjà eu, personnellement, à se dépêtrer avec ces multiples procédures administratives et de programmes spécifiques qui ne sont pas toujours bien coordonnés les uns par rapport aux autres, les pères aidants sont bien placés pour annoncer et prévenir les heurts et les possibles frustrations qui font souvent partie de ce dédale labyrinthique. Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. L'une des dimensions importantes du travail des pères aidants est de voir au respect des droits individuels de leurs pères aidés, en particulier lorsqu'ils sont sous ordonnance de traitement. En France, on appelle ça l'hospitalisation d'office, ou en garde préventive lorsqu'ils représentent un danger imminent pour eux-mêmes ou pour autrui. Ils peuvent aussi les accompagner dans leur démarche juridique et doivent donc bien connaître ces droits afin d'également aider la personne à faire valoir ses droits par elle-même. Au plan collectif, le fait d'être membre d'un groupe d'entraide légalement constitué ou de leur association professionnelle de pères aidants est une autre façon d'exercer une capacité juridique. Par exemple, lors de la prise d'un vote qui peut avoir une portée légale lors d'une assemblée générale annuelle ou en conseil d'administration. L'accompagnement des pères aidants vers de telles associations, autogérées par des usagers, vise aussi un tel objectif. Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société. Vivre de façon autonome et non seulement rentable pour la société par opposition à l'hospitalisation, c'est un droit. Toutefois, pour être inclus en tant que concitoyen de la collectivité, il faut que celle-ci soit elle-même accueillante et inclusive. La transition de la marginalisation sociale à la pleine citoyenneté représente un défi de taille pour le système public de santé. Une approche qui se concentre uniquement sur les individus en traitement n'est pas suffisante pour assurer qu'ils réussissent cette transition. Ainsi, d'une part, l'intervention des pères aidants au plan individuel représente une mesure d'accompagnement efficace vers leur établissement. D'autre part, en tant que membres de leur association professionnelle, les pères aidants ont aussi, collectivement, la responsabilité sociale de contribuer à la lutte à la stigmatisation qui entrave ce droit à l'inclusion dans la société. Or, leur prise de parole lors d'événements publics, comme par exemple lors des forums citoyens en santé mentale ou ailleurs, est l'une des stratégies de lutte à la stigmatisation reconnues comme étant parmi les plus efficaces au plan social et communautaire. À plus petite échelle, soit auprès d'un individu en particulier qui pourrait être sujet à l'autostigmatisation, le père aidant personnifie l'espoir d'un possible et réel changement puisqu'il est lui-même un exemple inspirant de réussite et d'émancipation par rapport aux stéréotypes fatalistes. Donc, en bref, il faut faire davantage connaître la contribution sociale des personnes en rétablissement, ainsi que les valeurs et principes du rétablissement lui-même. Ceci peut être le fondement d'une stratégie de santé mentale publique pertinente s'adressant à tous et pas qu'aux personnes malades, les patients. Qui de mieux placé que les pères aidants pour reconnaître et faire connaître ce potentiel?